ministres du gouvernement du Bénin ont tenu le traditionnel Conseil des ministres ce mercredi. Vous suivrez le point dans cette édition. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu la délégation des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin et celle de la communauté musulmane de Sakété. Les déclarations à l'issue dans cette édition. Et puis en interactualité, l'Union européenne apporte son soutien à Paris. La situation actuelle exige le respect des engagements et le dialogue de la part des autorités maliennes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline TV. L'exportation des produits de grande consommation serait à la base de la flambée des prix dans les marchés du Bénin. Des mesures sont prises par le gouvernement pour décourager l'exportation afin de rendre disponibles sur le territoire national ces produits. Une des décisions contenues dans le Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 2022 sous la houlette du président Patrice Talon. Voici ici un extrait avec le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Mbouedji. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consiste en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionne une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. École de formation des professions judiciaires, Agence pénitentiaire du Bénin, Agence béninoise pour l'environnement. La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bénin va finalement prendre fin
fin mars 2022. Le délai initialement prévu pour mettre un terme à cette campagne de sensibilisation est revu à cause des résultats satisfaisants qui sont enregistrés pour donc mettre en œuvre de nouvelles pratiques afin d'atteindre l'objectif de couverture d'au moins 60%. Une rencontre d'échange est organisée sur 2 jours entre les parties prenantes démarrées le mardi 1er février à Cotonou. Les assises ont été clôturées ce mercredi. Reportage. La campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée depuis le 15 novembre 2021 dans le but d'améliorer la couverture vaccinale au Bénin sera intensifiée. Les résultats à mi-parcours sont encourageants et ont évolué de 3% à 23% de phase de 30 jours. La période de vaccination est prolongée de 16 jours afin d'atteindre l'objectif de couverture vaccinale qui est d'au moins 60%. Et face donc aux défis liés à cette campagne, il importe de faire un bilan à mi-parcours avec les parties prenantes afin de faire le point des réalisations et d'échanger sur les bonnes pratiques dans les différents domaines que sont la coordination, la planification, la communication et le financement. Les présentes assises ont bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers. Je voulais, par rapport aux propositions qui ont été faites, vraiment mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Vraiment, je voulais insister dessus. C'est vrai que c'est ressorti comme une population qui est insuffisamment touchée par la communication, mais ce n'est pas ressorti comme une cible qu'il faut toucher. On a parlé surtout des jeunes, des personnes avec des comorbidités, mais il faut vraiment regarder la cible féminine. Parce que moi, je sais que quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la Covid, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Donc il y a vraiment une fenêtre d'opportunité, pour moi en tout cas, pour améliorer cette performance vaccinale-là. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la Covid-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. Mesdames et messieurs, je ne doute point de l'obtention des résultats du présent atelier. Je voudrais vous inviter à faire une analyse approfondie des goulots d'étranglement afin de dégager les causes racines sur lesquelles des solutions adaptées devront être proposées. Cette réunion de 2 jours qui a pris fin ce mercredi 2 février à Cotonou a donc sorti nombre de recommandations. Je l'annonçais en titre, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu ce mardi 1er février 2022 en audience 2 délégations. Il s'agit d'une délégation des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin et celle de la communauté musulmane de Sakété. Les déclarations à l'issue des échanges dans cet élément. Nous sommes venus voir l'autorité pour lui faire les civilités et lui poser nos problèmes, les difficultés que rencontrent les praticiens du Bénin dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs recherches. Comment est-ce qu'il faut faire pour nous baliser le terrain pour que les praticiens puissent être pris en compte véritablement comme un acteur qui accompagne le pays sur le plan sanitaire. Puisque personne n'ignore qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone rouge où tout le monde parle de Covid-19. Alors que la médecine mère est capable de faire beaucoup de choses. Donc nous sommes venus aussi faire cette doléance au président de l'Assemblée de nous aider auprès du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour que la médecine traditionnelle soit prise en compte d'une façon sincère et honnête, que c'est à ce prix-là qu'on peut sauver le Bénin. Nous sommes très satisfaits des réponses du président de l'Assemblée nationale du Bénin parce qu'il nous a rassurés
Quand quelqu'un connaît vos difficultés, quand vous souffrez d'un mal et vous rencontrez un médecin compétent, vous le savez, personne n'a besoin de vous dire que ce médecin peut trouver des remèdes de maux dont vous souffrez. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé un bon remède de maux dont nous souffrons depuis des décennies. Nous remercions beaucoup Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Depuis l'installation du Président de l'Assemblée nationale, la communauté musulmane de Sakété n'a pas encore eu l'honneur de le rencontrer. Donc nous avons demandé une audience qu'il a rapidement accordée. Nous avons parlé du développement de la commune de Sakété, à savoir les routes qui sont en train d'être réalisées partout dans les villes du Bénin. Le président de l'Assemblée aussi peut parler en notre faveur avec le chef de l'État pour qu'on puisse s'occuper de cette commune. Deuxièmement, nous avons 2 événements majeurs que nous sommes en train de préparer. Il s'agit de l'intronisation de l'imam central de Sakété. Également, le 3e événement, c'est l'organisation d'un congrès constitutif du Conseil supérieur de l'Islam dans la commune de Sakété. Il nous a reçus et c'était une assise très conviviale. Nous avons discuté en tant que frères et il a donné son accord. Le Burkina Faso, où le lieutenant-colonel Paul Sadaogo Damiba a pris le pouvoir le lundi, a été suspendu vendredi 28 janvier 2022 de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, et ceci à l'issue du sommet virtuel tenu par les présidents de la CEDEAO. Et toujours dans la sous-région, le président de la Guinée-Bissau a échappé ce mardi 1er février 2022 à une tentative de coup d'État. Face à cette situation, des personnalités et citoyens béninois se prononcent. Burkina Faso, le président de la marche constitutionnelle, je ne comprends pas. Il est récemment élu. On ne refuse pas. Mais où se trouve maintenant l'insécurité? C'est ça. S'il ne pourra pas faire face à l'insécurité, mais il doit partir et un autre va venir pour vraiment voir si lui, il peut contenir l'insécurité. C'est ça qui embrouille les gens. Les gens ne dorment pas. Ce n'est pas facile de le dire, hein, mais les gens ne dorment pas dans la zone. Et on dit qu'il y a des forces étrangères qui sont là pour sécuriser. Or, au moment où ces forces-là n'étaient pas là, les gens dormaient tranquillement. C'est maintenant avec leur présence que les gens ne dorment plus. Donc, obligés. Les gens vont en parler et douter de la présence de ces forces-là. C'est ça. Si aujourd'hui, je peux dire que le Mali, en moins de 2 mois, peut sécuriser toute l'étendue de son territoire, je ne dirais pas des forces, je veux dire des grands pays qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, ne peuvent pas sécuriser une petite zone. La zone du Sahel, c'est quoi? Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui se cache dedans. C'est la savane, il n'y a rien, ce n'est pas des forêts. Mais pourquoi on n'arrive pas à finir cette affaire-là? Quand vous allez fouiller, ce ne seraient pas les soldats d'autres pays qui seraient allés faire le coup d'État à Kaboré. Ça doit être, c'est les siens qui lui ont fait le coup d'État. Ça voudra dire qu'il y a malaise en la demeure. Les gens ont constaté à un moment donné que ce qui se passe chez eux n'est pas de bonne facture et qu'il faut revoir les choses. Donc, là-dessus, on ne peut que demander à nos dirigeants de revoir la gouvernance au niveau de leurs nations respectives. Les peuples africains, depuis un certain temps, sont révoltés de la manière dont les relations bilatérales existaient entre les colons et nos anciens parents, nos aïeux, je veux dire. Le monde est en permanente mutation. Oui, c'est une erreur au président en exercice de penser que oui, je suis dans un mandat constitutionnel, quelles qu'en soient les circonstances, je dois terminer mon mandat. Et là, on peut se moquer de son peuple, on peut ne pas prendre en compte les préoccupations majeures du peuple, on peut ne plus à l'écoute de sa population. Et on se dit, non, c'est mon mandat, quelles qu'en soient les circonstances, je dois finir mon mandat d'abord. Je dis que c'est une erreur. Parce qu'un président en exercice a le devoir d'écouter son peuple, d'écouter l'aspiration de son peuple. Qu'est-ce que son peuple veut? À quoi aspire le peuple?
est-ce que les conditions de vie de son peuple sont des conditions réalisantes? C'est à ça d'abord. Parce que vous avez vu, le coup d'État au Burkina Faso, on a eu des rumeurs avant. On a eu des gens qui sont descendus dans la rue, qui ont commencé par demander la démission du président. Ça veut dire véritablement que ça ne va pas. Il lui fallait en ce moment-là prendre la mesure des choses, convoquer rapidement une concertation, voir ce qu'il y a à régler, et il aurait pu éviter ça. Donc c'est une erreur qu'un président élu pense que bon, dès qu'il est élu, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est une erreur, c'est sans compter avec la détermination des militaires de son pays. La Guinée-Bissau se trouve, en tout cas, sous le contrôle du même ouragan. Donc ça va souffler et ça va continuer à souffler, comme je vous l'ai dit tantôt, si les nôtres, je veux dire nos dirigeants, n'ont pas pris en compte les revendications de leurs concitoyens. Le tissu social n'est pas entamé, et il n'a pas encore une discorde aussi grave pour permettre qu'un coup d'État puisse se réaliser facilement. Donc je pense que c'est pourquoi jusqu'ici encore il dit qu'il a toujours la situation sous contrôle. Donc vous voyez, ça prouve que les pushs ne peuvent pas réussir si les conditions ne sont pas favorables. Et parlons toute autre chose dans cette édition, le magazine consacré à la jalousie. La jalousie est un sentiment humain, mais il peut parfois être lourd à porter au sein du couple. L'homme comme la femme n'y sont pas épargnés. Les impacts et conseils dans ce reportage de Romaric Dossa et William Fernando. La jalousie, un signe fort de manque de confiance. Les causes sont avant tout l'expression d'une condition psychologique de la part de celui qui est jaloux. Très répandue, la jalousie n'est pas nécessairement un sentiment négatif dans un couple. La jalousie, elle est une très bonne chose. Ça permet de rendre son couple, son foyer agréable. Ça permet de prendre soin de ce qu'on a. Vous contentez de ce que vous avez, vous prenez soin de cela et vous défendez votre territoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller détruire, qu'il faut aller de l'autre côté, de travers. Dans cette façon de prendre soin, il faut pas que cela devienne une obsession. Obsession, c'est la manière abusive, maladive de vouloir s'accaparer totalement de la vie de l'autre, comme s'il n'est pas un individu libre d'aller où il veut et de faire ce qu'il veut. La jalousie chez certains est pathologique. Ce comportement reflète une mésestime permanente qui peut se révéler très dure à gérer au quotidien. Psychologiquement épuisante, cette tendance à se dévaluer pèse chaque jour sur le couple. Des moindres mouvements sont interprétés autrement. Parce que j'ai une faible estime de soi, de moi, je n'ai pas confiance en moi-même, je n'ai pas confiance en mon homme, je prête beaucoup de mots, de pensées, beaucoup d'actes, beaucoup de gestes. Je cherche à contrôler son portable, ses messages, même quelqu'un qui l'appelle, c'est une fille, ainsi de suite. Voilà, et autant d'éléments qui peuvent, au lieu de construire le couple, vont détruire la relation. L'autre individu, c'est d'abord un individu qui est venu te compléter. Il est libre dans sa façon de vivre, mais il y a un consensus de couple pour harmoniser la vie de couple, la vie conjugale. Malgré ça, c'est un individu, et un individu a ses traits de caractère qu'il faut tolérer. Et si c'est de travers, vous vous asseyez, vous discutez, vous trouvez un terrain d'entente. Au couple en difficulté, quelques conseils. La vie de couple, c'est pas quelque chose de gagné. La vie en elle-même, rien n'est stable. On peut avoir de haut, ici aujourd'hui, demain un peu de bas. Mais dans les difficultés, il faut savoir trouver les mots. Il faut savoir se comporter comme il faut pour accompagner son partenaire, pour traverser le tunnel. Les couples qui traversent des moments difficiles à cause de la jalousie, il y a toujours une façon de régler ça. C'est le dialogue et le dialogue franc. Trouver la façon qu'il faut, le moment qu'il faut et le lieu qu'il faut. S'il faut quitter même le cadre pour empêcher les autres personnes de parler dedans et aller trouver la solution ailleurs, faites-le. Il y a toujours du bien quand on s'entend.
Traversons à présent les frontières béninoises au Nigeria, tout près de la capitale Abuja. Les services de la santé continuent donc d'essayer de rassurer les populations sur les bienfaits de la vaccination contre le Covid-19. C'est le cas dans un petit village tenu par les Peuls où il leur a fallu faire face à la résistance et aux fausses rumeurs. Au Nigeria, tout près de la capitale, Abuja, les services de santé continuent d'essayer de rassurer la population sur les bienfaits de la vaccination contre le Covid-19. C'est le cas dans ce petit village tenu par la communauté Peul, où il a fallu faire face aux réticences et aux fausses rumeurs. Le travail de persuasion commence apparemment à porter ses fruits. Lors de nos premières visites, les habitants refusaient catégoriquement de se faire vacciner, explique cet agent de santé. Mais aujourd'hui, même le président, qui est aussi un Peul, est vacciné. Les images de sa vaccination ont été diffusées dans les médias et cela nous aide sur le terrain pour dire aux autres Peuls qu'il n'y a aucun risque à se faire vacciner. Et cela marche car de nombreuses personnes de la communauté ont accepté le vaccin. C'est le cas notamment de cet éleveur de 47 ans, Ibrahim Al-Hassan, qui a revu sa position. Réticent au départ en raison de la méfiance générale, il vient de recevoir sa première dose. Le vaccin contre le Covid-19 est bon, assure-t-il. J'ai été vacciné en même temps que ma femme et mon frère. J'appelle tous les Peuls à sortir de chez eux et à aller se faire vacciner. Les services de santé se sont fixés l'objectif ambitieux de vacciner plus d'un quart des Nigérians d'ici la fin du mois de février. Une tentative de coup d'État a été déjouée in extremis en Guinée-Bissau, le pays habitué à des putschs, mais qui cette fois-ci semble avoir résisté aux appétits du pouvoir des militaires, interrompant la vague qui a déjà touché 3 pays de la sous-région. Ce que l'on pense être une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Après avoir échappé mardi à un coup de force, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré aux journalistes que la situation était sous contrôle, qualifiant cette tentative d'attaque ratée contre la démocratie. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême. Mardi, des assaillants armés ont attaqué le palais du gouvernement de Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président et le Premier ministre se trouvaient à l'intérieur. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré qu'elle était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et la corruption. Il y a des morts, mais je ne sais pas, parce que le président a été entre le feu et le fer pendant 5 heures, et je ne pouvais pas imaginer combien. Mais il y a des morts, il y en a beaucoup, c'est vrai, d'un côté et de l'autre. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays a promis de revenir à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité depuis lors et les forces armées jouissent d'une influence considérable. Et la situation est sous contrôle gouvernemental en Guinée-Bissau. Je remercie la population de la Guinée-Bissau à tuer le président de ce pays. Suivons ici les images et le son. Je vais bien, alhamdoulilah, ce sont les premiers mots laissés par le compte Twitter du président Umaro Sissoko Embalo un peu vers 20h ce mardi, juste après un retour au calme. Après son tweet, le président bissau-guinéen s'est adressé à la nation depuis le palais présidentiel. Selon lui, la situation est sous contrôle et la tentative de coup d'État aurait été déjouée. Plusieurs victimes sont à déplorer, assure le président guinéen.
La Guinée-Bissau a vécu ce mardi des heures d'incertitude, plongeant le pays dans l'inquiétude après que des tirs nourris ont été entendus près du palais du gouvernement où se tenait un conseil des ministres extraordinaire. Selon le récit de quelques témoignages récoltés par les agences de presse sur place, des hommes en armes sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais à Bissau qui abrite les différents ministères en périphérie de la capitale, près de l'aéroport. Des hommes lourdement armés ont encerclé le complexe où le président et les ministres étaient bloqués. Dans un communiqué, la CEDEAO a condamné cette tentative de coup d'État. Je l'annonçais également en titre, l'Union européenne apporte son soutien à Paris. La situation actuelle exige le respect des engagements et le dialogue de la part des autorités maliennes, a condamné Nabila, le porte-parole de l'Union européenne. Isolé à Bamako, Paris peut compter sur le soutien de l'Union européenne après l'expulsion de son ambassadeur Joël Meyer. La porte-parole de la Commission européenne a condamné cette expulsion du diplomate français et appelé Bamako à se raviser. La demande du gouvernement malien concernant le retrait immédiat de l'ambassadeur de France à Bamako est injustifiée et isolera encore davantage le Mali de ses partenaires européens. L'UE solidaire de la France, mais aussi du Danemark, dont le contingent avait fait l'objet d'une décision de départ. Berlin a également réagi, condamnant une expulsion injustifiée. Dans cette escalade de tension, la France s'est donné 2 semaines pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire au Mali. Quant à Takuba, une adaptation de ce dispositif est prévue mi-février. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce 13h. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Speedline TV. L'édition anglaise est à suivre juste derrière moi.